Cette vidéo a pour but d'expliquer les hormones de l'insuline et du glucagon et vous est présentée dans le cadre du cours de biologie humaine au Cégep de l'Outaouais à la session d'hiver 2019. Le pancréas est la deuxième plus grosse glande du corps humain, située sous l'estomac. Il est divisé en deux parties, une partie exocrine et une autre partie endocrine. La glande exocrine sécrète les enzymes digestives et la partie endocrine est celle à laquelle on s'intéresse puisqu'elle est fixée par les îlots de Langerhans et a pour rôle de répandre les hormones sécrétées directement dans les vaisseaux sanguins comme l'insuline et le glucagon. On retrouve dans la glande endocrine du pancréas deux types de cellules. On parle ici des cellules alpha et des cellules bêta. Comme vous pouvez voir, les cellules bêta produisent de l'insuline, tandis que les cellules alpha produisent du glucagon. L'insuline et le glucagon sont deux hormones qui assurent deux fonctions opposées et qui permettent la régulation de la glycémie. La glycémie se définit essentiellement comme étant la concentration de glucose dans le sang. Quand la concentration de glucose est inférieure à 1 g par litre dans le sang, la personne fait de l'hypoglycémie et l'hormone du glucagon sécrétée par le pancréas s'active. Le rôle du glucagon est d'augmenter la glycémie. Le glucagon est une petite hormone peptidique qui est également sécrétée par le pancréas. Son rôle est de stimuler la décomposition du glycogène en glucose. Le glucagon joue un rôle opposé à l'insuline. Celui-ci augmente la glycémie à la place de la diminuer, ce qui lui donne une fonction hyperglycémiante. Le glucagon a donc une fonction d'hydrolyse du glycogène. Cette fonction permet de libérer les molécules de glucose dans le sang. On appelle ce phénomène glycogénolyse. De plus, le glucagon stimule la néoglucogénèse, ce qui est la synthèse du glucose à partir des résidus non glucidiques. En somme, le rôle du glucagon permet donc à l'organisme de revenir à des concentrations normales en permettant aux nouvelles sources de glucose versées dans le sang d'augmenter la glycémie. L'hormone de l'insuline permet au glucose, qui est en fait du sucre, d'entrer dans les cellules de notre corps pour être ensuite utilisé comme énergie ou en réserve. L'insuline est sécrétée naturellement et continuellement dans le corps d'une personne qui n'est pas diabétique. Quand une personne finit de manger, l'insuline qui est sécrétée par le pancréas vient jouer son rôle en permettant au glucose sanguin de demeurer dans ses valeurs normales. Le rôle principal de l'insuline est donc de faire entrer le glucose dans les cellules pour ses besoins énergétiques. Ensuite, pour se faire des réserves, l'insuline remplit le reste sous forme de glycogène, ce que l'on appelle le phénomène de la glycogénèse. Puis ensuite, elle transforme le reste en graisse, ce qu'on appelle la lipogénèse. En somme, l'insuline agit comme un barrage. Le glucose s'accumule et se concentre dans le sang et d'un coup, l'insuline ouvre le barrage et laisse entrer le glucose dans les cellules. En autant que l'insuline fait son travail dans le sang, il ne se remplira pas de glucose. On appelle donc l'insuline une hormone hypoglycémiante. Donc, dans l'insuline, les problèmes liés à la sous-production, c'est en fait plus ce qui concerne le diabète de type 1. Donc, les autres types de diabète, c'est surtout associé à la surproduction. Donc, les gens atteints de diabète de type 1 ne produisent très peu ou pas d'insuline, puis celle-là, ça va détruire complètement ou partiellement les cellules bêta du pancréas. Elles doivent donc s'injecter de l'insuline. Donc, les personnes qui sont atteintes de diabète de type 1 sont appelées des personnes insulinodépendantes. Et si elles ne se font pas injecter d'insuline, leur taux de sucre va descendre et elles pourraient avoir des conséquences. Une autre problème lié à la sous-production de l'insuline, ça s'appelle l'acidocétose et c'est une carence profonde en insuline. Donc, avant qu'on découvre les piqûres d'insuline, les gens décédaient souvent de carence profonde en insuline parce qu'ils ne traitaient pas l'acidocétose à temps. En ce qui concerne le glucagon, c'est surtout au niveau de l'hypoglycémie. Donc, c'est une concentration de glucose dans le sang qui est anormalement basse. Il arrive parfois que les cellules soient moins réceptives à l'insuline. Lorsque cela se produit, il y a moins de glucose qui entre dans la cellule et donc moins d'énergie qui est créée. Ce phénomène est appelé résistance à l'insuline. Lorsque le corps se rend compte du déficit, le pancréas crée plus d'hormones d'insuline pour que plus d'hormones aient la chance d'être captées par la cellule. Cette hypersulinémie
compensatoire permet de maintenir la glycémie à des taux à peu près normaux, mais elle provoque également plusieurs anomalies métaboliques qui peuvent favoriser le développement de maladies. Entre autres, le surplus d'insuline stimule la production de triglycérides par le foie, ce qui favorise l'accumulation de gras et peut mener au développement d'une stéatose hépatique. Ce facteur, ainsi que plusieurs autres, combinés à une hausse de l'inflammation et à une modification des propriétés des cellules dans les vaisseaux sanguins, font en sorte que la résistance à l'insuline représente un important facteur de risque de maladies cardiovasculaires. À long terme, la surproduction d'insuline peut entraîner un épuisement du pancréas qui mènera ultimement à l'arrêt de la production de l'hormone de l'insuline et à l'apparition du diabète de type 2, c'est-à-dire un état d'hyperglycémie chronique. En effet, puisque l'insuline sera maintenant absent du système, le taux de glucose sera beaucoup trop élevé dans le sang. À la base, si le pancréas produit une trop grande dose d'insuline, le glucose sera alors en minorité dans le sang. On parle alors d'une situation d'hypoglycémie. Le diabète de type 2 entraîne également des hémorragies de la rétine pouvant causer la perte partielle ou totale de la vue, des dommages aux reins causant des insuffisances rénales, l'irrigation excessive des tissus nerveux menant à des troubles de neuropathie diabétique. Au contraire, nos membres les plus éloignés du centre du corps, comme les orteils, sont endommagés par le manque de sang. On assiste parfois à la perte partielle ou complète d'un pied ou d'un orteil. Dans le cas d'une surproduction de glucagon, on assistera à un taux trop élevé de glucose dans le sang. On parle ici d'hyperglycémie et, par le fait même, de diabète de type 1. Les gens atteints de diabète de type 1 doivent s'injecter de l'insuline pour venir réguler leur taux de glucose dans le sang. Au niveau des organes cibles pour l'insuline, ça agit sur la grande majorité des cellules de l'organisme, mais à part pour ça agit pas sur les cellules spécialisées. Donc, sur les cellules nerveuses du cerveau, par exemple, ça va avoir aucun effet. Et comment ça va agir, dans le fond, c'est que le glucose absorbé par ces tissus est converti en glycogène ou en triglycérides, voire en les deux à la fois, donc dans le cas du foie, et cela a pour cause de favoriser l'absorption du glucose présent dans le sang par les cellules adipeuses. En ce qui concerne le glucagon, il va agir sur le foie. Donc, comment il va agir? C'est qu'il va provoquer une glycogénolyse. Une glycogénolyse, dans le fond, c'est la production de glucose à partir de la phosphorylyse du glycogène. En ce qui concerne la phosphorylyse, c'est une lyse d'une molécule organique par l'ajout d'un phosphate inorganique. Cette réaction est catalysée par des enzymes qui vont s'appeler les phosphorylases. Dans la définition de la phosphorylyse, la lyse constitue la destruction de la membrane plasmique de la cellule eucaryote ou de la bactérie par l'action d'un agent physique, chimique ou biologique et menant à la mort de la cellule. Les produits résultants sont des lysates. Pour le glucagon, il va agir sur le foie donc en provoquant une glycogénolyse, donc les mots que je viens de dire. Le glucagon a pour cible les cellules hépatiques, les adipocytes et les cellules musculaires. C'est bon? Passons maintenant au mode de régulation des deux hormones. Bien que le glucagon et l'insuline soient des hormones opposées, elles utilisent toutes les deux le mode de régulation de l'homéostasie. Regardons d'abord ce qui arrive lorsque le corps a besoin d'insuline. Lorsque vous mangez par exemple des pâtes qui contiennent un haut taux de glucides, celles-ci se transforment en glucose. Le corps remarque alors qu'il y a trop de glucose dans le sang et commencera à créer de l'insuline. L'insuline agira comme une clé qui viendra débarrer la cellule pour que le glucose entre et se fasse transformer en énergie, aussi appelée adénosine triphosphate. Le glucose restant dans le sang ira se loger dans le foie sous forme de glycogène. Une certaine partie se transformera aussi en gras, qui lui a tendance à se loger au niveau de l'abdomen. Au final, le corps n'est plus en hyperglycémie, ce qui implique que le taux de sucre est revenu à la normale. Pour ce qui est du glucagon, c'est le trajet contraire. Lorsque le sang contient un niveau de sucre inférieur à la norme, les cellules alpha du pancréas déclencheront la sécrétion de glucagon. Celui-ci s'introduira dans le foie pour aller briser les formations moléculaires de glycogène afin qu'ils reprennent leur forme de glucose. Les molécules de glucose sont alors réacheminées vers le flot sanguin. Ceci fait en sorte que le taux de glucose retrouve son état normal, soit d'environ 100 mg par décilitre de sang. Encore une fois, grâce à l'homéostasie, le corps quittera son état d'hypoglycémie et retrouvera son état normal.